La petite Ellie R, de 7 ans, a disparu à l'école primaire Larksfield dans le Lanarkshire pendant la pause déjeuner. Pendant 8 heures, personne ne savait où elle se trouvait. Plus tard, il s'est avéré qu'Ellie avait été tout le temps enfermée dans une ancienne cave sous l'auditorium où l'avait menée son camarade de classe, Marcus B. Cependant, le comportement étrange de l'électricien de l'école, qui fut le premier à entendre les tentatives d'Ellie pour sortir mais qui l'a caché aux enquêteurs pour des raisons inexplicables, reste un mystère. Les caméras de surveillance ont clairement enregistré comment Marcus a mené Ellie hors de la cafétéria scolaire, après avoir pris au préalable une lampe de poche de la zone d'apprentissage STEM Corner. Marcus mène Ellie derrière les coulisses de l'auditorium, d'où ils descendent ensemble dans la cave. La porte du local est équipée d'un verrou à ressort léger que même un enfant peut fermer. Les seules empreintes digitales à l'intérieur de la serrure appartiennent à Marcus. Le concierge de l'école, qui semblait initialement suspect, est complètement disculpé par les caméras de surveillance, car il est resté tout le temps à son poste de travail. L'électricien qui a inspecté les caves le soir a enregistré des bruits et des coups étranges, mais a consciemment écrit dans son rapport au sujet d'un chauffage défectueux, bien que le système soit complètement en ordre. Le 21 février 2023. École primaire, Larksfield, Lanarkshire. Temps sec, température d'environ 4 degrés. La matinée à l'école a commencé comme d'habitude. Les cours se sont déroulés selon le plan. Les enfants se sont rassemblés pour déjeuner à la cafétéria. Rien d'inhabituel n'a été remarqué dans le comportement des élèves et du personnel. À 11h54, la caméra de surveillance dans la cafétéria capture Ellie R, de 7 ans, assise tranquillement à une table près de la fenêtre, déjeunant lentement. À ce moment, son camarade de classe, Marcus B, apparaît à côté d'elle. Il se penche vers Ellie, lui dit quelques mots brefs et l'invite d'un geste à sortir. Ellie regarde Marcus pendant une seconde, puis se lève et le suit vers la sortie. Ni les employés de l'école ni les autres élèves ne remarquent quoi que ce soit d'inhabituel. Pour les personnes présentes, tout semble complètement normal. À 11h56, une autre caméra dans le couloir capture Ellie et Marcus se dirigeant vers l'auditorium. Marcus tient une lampe de poche dans sa main, qu'il a prise 1 minute plus tôt de la zone d'apprentissage STEM Corner, un appareil commun que les enfants utilisent pendant les cours de sciences à l'école. Il passe devant les escaliers qui mènent en bas, sous la scène de l'auditorium. C'est le dernier endroit où les caméras de surveillance ont enregistré Ellie ce jour-là. À midi pile, le portier de l'école de 42 ans commence son service. Son chemin vers le vestiaire est confirmé par une caméra installée directement en face de l'entrée du local. Pendant les 6 heures suivantes, il ne quitte pas son poste une seule fois. Initialement, il apparaît comme le suspect le plus probable, car il connaît tous les locaux de l'école et pourrait facilement être inaperçu dans n'importe quel coin. Cependant, les enregistrements vidéo confirment complètement son alibi et éliminent tout soupçon. Pendant ce temps, personne ne remarque la disparition d'Ellie. Elle passera 8 heures dans un local de cave oublié sous la scène de l'auditorium, dans une ancienne chambre de protection contre l'incendie. La porte qui y mène est équipée d'un verrou à ressort simple qui peut être fermé facilement sans grand effort. Un expert en serrure a confirmé plus tard que la serrure peut être fermée avec une force de pas plus de 4 kg. Cela signifie qu'un enfant de l'âge de Marcus pourrait facilement accomplir cette tâche. L'enquête déterminera que les seules empreintes digitales à l'intérieur de la serrure appartiennent effectivement à Marcus. À 17h52 arrive l'électricien de l'école pour vérifier le système de chauffage qui se trouve près du local où était Ellie. Il enregistre des coups et des vibrations étranges qui s'entendent clairement dans le silence de la cave. Mais, pour des raisons incompréhensibles, l'électricien note dans son rapport quelque chose de complètement différent. Un défaut du système de chaudière. Une vérification technique ultérieure montrera que le système de chauffage était parfaitement en ordre et qu'aucune vibration ou bruit étranger ne pouvait se produire. Pourquoi l'électricien a consciemment fait de fausses déclarations reste le principal mystère de cette soirée. À 20h03, Ellie est finalement trouvée par les employés de l'école et la police. Elle est effrayée
mais physiquement indemne. Plus tard, en présence de ses parents et des enquêteurs, Marcus explique tranquillement son acte avec une phrase enfantine simple. « Je voulais juste qu'Ellie ait peur. » Ces mots sonnent sincères et de manière convaincante enfantine, mais les enquêteurs ne se précipitent pas pour les accepter comme la version définitive de ce qui s'est passé. Quant à l'électricien de l'école, son comportement soulève clairement des questions auprès de la police. Lors du premier interrogatoire, il semble tendu, essaie de répondre brièvement, regarde constamment sa montre et évite le contact visuel. Sa version ne correspond pas aux données objectives que la police a obtenues. Pourquoi devrait-il cacher des faits évidents et détourner l'enquête s'il s'agit seulement d'une blague d'enfant ? C'est précisément ce détail qui change drastiquement la perception de l'histoire et transforme un incident scolaire banal en quelque chose de plus sérieux et compliqué. Les enquêteurs sont convaincus que c'est précisément ici, dans les actions contradictoires de l'électricien, que pourrait se trouver la clé de toute l'histoire. Les enquêteurs commencent à examiner attentivement les enregistrements des caméras de surveillance et à interroger les témoins pour comprendre ce qui exactement a amené l'électricien à mentir dans son rapport officiel. Les questions se multiplient. Une action apparemment évidente d'un enfant s'enrichit soudainement de nouvelles circonstances, et l'histoire se transforme de simple en complexe. Derrière le comportement d'un adulte qui a consciemment détourné la police, se cache quelque chose dont personne n'a encore idée. Marcus donne sa première interview formelle avec la psychologue scolaire. Ses explications brisent la version originale. Dans la matinée du 22 février à 10h, Marcus B. a été interrogé pour la première fois par la psychologue scolaire Maria Stevenson. L'interview a été enregistrée sur vidéo. Marcus était calme et raisonnable, répondait avec assurance et brièvement. Il a déclaré avoir fermé la porte, mais s'attendait à ce qu'Ellie sorte immédiatement. Maria a clarifié ce point encore une fois. Marcus a pris un crayon et a montré visuellement comment il a enclenché la porte. Alors la psychologue a posé la question cruciale. Si tu pensais qu'Ellie sortirait immédiatement, pourquoi avais-tu alors besoin d'une lampe de poche ? Marcus a répondu qu'il voulait qu'Ellie ait un peu peur dans l'obscurité et ressorte. La psychologue a remarqué la contradiction. Ellie n'avait pas de lampe de poche, mais elle ne voulait pas d'abord approfondir cela. Puis la conversation s'est dirigée vers le motif. Maria a montré à Marcus un enregistrement de la caméra où on voit que son dessin a été endommagé peu avant l'incident. Marcus a répondu uniformément qu'Ellie avait fait cela et qu'il voulait donc l'effrayer, mais juste un peu. Pendant l'interview, Marcus a dessiné sans instruction un plan exact de la cave sous l'auditorium, bien que ce local n'ait jamais été montré aux élèves. À la question de la psychologue sur comment il savait cela, Marcus a répondu évasivement que quelqu'un l'avait raconté avant. Cette circonstance a soulevé des questions auprès de l'administration et des enquêteurs. Plus tard, Maria Stevenson a remis le dessin au directeur de l'école, qui a déterminé que les élèves ne pouvaient pas connaître de tels détails de la cave. Maintenant, les enquêteurs avaient de nouvelles questions pour Marcus, car il est devenu clair que l'affaire cessait d'être une simple blague d'enfant. L'interview s'est terminée, mais le nombre de mystères n'a fait qu'augmenter. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent de rassembler des informations et de relier des détails individuels. Devient importante la déclaration de la voisine de la famille Wright, Madame Anne Hewitt. Elle explique à la police avec certitude qu'en janvier 2023, elle a vu près de l'école une personne qu'elle a identifiée comme l'électricien. Selon ses mots, il se tenait à l'entrée de la cave, ce qui l'a surprise, car c'était déjà après les heures d'école, vers 17h30. La déclaration de la voisine est soigneusement documentée et mise au procès verbal, mais pour l'instant ce ne sont que des informations indirectes qui nécessitent des vérifications supplémentaires. Les enquêteurs commencent à poser la question évidente. Est-ce un hasard que précisément l'électricien ait été le premier à entendre les coups de la cave le jour de l'incident avec Ellie ? L'électricien est un employé de 57 ans du personnel d'entretien de l'école qui travaille dans l'institution depuis longtemps. Il n'a pas encore fourni d'explications convaincantes sur pourquoi il a décidé d'enregistrer de fausses informations sur le système de chauffage.
L'administration scolaire, de son côté, émet de brèves déclarations selon lesquelles la salle pour le personnel était toujours accessible et n'était pas considérée auparavant comme potentiellement dangereuse. Mais cet argument sonne maintenant extrêmement peu convaincant, surtout après la publication de l'enregistrement du journal du psychologue scolaire. Se pose la question légitime de savoir pourquoi la salle n'a pas été fermée ou au moins vérifiée après les plaintes d'Eli. Ainsi, l'électricien arrive au centre de l'attention des enquêteurs, bien qu'aucune accusation directe ne soit encore portée contre lui. Il était simplement au bon endroit, au bon moment. Ou n'est-ce pas une coïncidence ? Reste la question ouverte de savoir s'il pouvait savoir à l'avance que la salle sous la scène n'était pas correctement scellée et était accessible à tout employé. L'électricien est convoqué pour un autre entretien. Il a l'air tendu, mais reste formellement calme. Les questions qui lui sont posées sont concrètes et courtes. A-t-il visité la cave plus tôt, en janvier ? Pourquoi était-il à l'entrée après les cours ? Pourquoi a-t-il menti dans son rapport officiel sur le chauffage ? L'électricien répond brièvement et répète la version précédente. Il n'avait pas de mauvaises intentions et la fausse entrée n'était qu'une erreur due à la hâte. Cependant, il y a peu de conviction dans ces mots. Les enquêteurs demandent des documents supplémentaires sur l'état de la salle. Ils trouvent un ancien procès-verbal de réception des travaux de rénovation de l'année 2019. C'était la dernière grande rénovation de l'école. Le document signé par un entrepreneur externe énumère soigneusement tous les détails installés pendant les travaux. Mais dans ce document, il y a une particularité que les policiers saisissent immédiatement. Parmi les détails énumérés manque la mention du verrou à ressort sur la porte de la cave, qui a joué un rôle clé dans l'incident. Les policiers prennent immédiatement contact avec l'entrepreneur qui a effectué la rénovation il y a 4 ans. L'entreprise confirme que l'installation d'une telle pièce n'était pas prévue et qu'en outre, aucun travail supplémentaire n'a été effectué sur cette porte. Cela signifie que quelqu'un a installé le verrou plus tard et ceci de manière non officielle, sans informer l'administration scolaire. Ainsi, un détail simple, un verrou métallique qui est devenu la clé de ce qui s'est passé, devient une autre énigme importante. Personne ne peut donner une réponse sur qui a installé ce verrou et pourquoi. Pendant ce temps, le directeur de l'école est sous pression. La mère d'Eli, qui garde son calme et ne laisse pas libre cours à ses émotions, déclare clairement qu'elle exige une enquête détaillée sur les circonstances qui ont précédé l'incident avec sa fille. Les enquêtes s'approfondissent dans la vérification de l'environnement d'Eli, ses plaintes et les déclarations des voisins sont examinées. Le directeur promet de vérifier chaque détail et de fournir tous les documents qui peuvent aider la police à déterminer la vérité. Mais plus les enquêteurs s'enfoncent dans les détails de cette affaire, plus de questions surgissent. Maintenant, l'enquête fait face à la tâche de découvrir d'où venait la peur d'Eli de la cave, pourquoi ces plaintes n'ont pas été entendues auparavant et qui exactement a changé la configuration de la salle en ajoutant à la porte un verrou métallique qui n'a officiellement jamais existé. Dans les archives du conseil de district a été trouvée une liste de défauts de l'année 2020. Porte sous la scène, verrou retiré, remplacement requis. Le matin du 15 avril, l'enquêteur de la police municipale, Stephen Hall, examine une pile de documents récemment découverts par les employés des archives du conseil de district. Parmi les dossiers techniques et les listes, il trouve une liste de défauts de l'année 2020. Les lignes sèches et concises de la liste enregistrent un détail important qui attire immédiatement l'attention des enquêteurs. Porte dans la salle de cave sous la scène de l'auditorium. Verrou manquant. Remplacement requis. L'enquêteur vérifie soigneusement la signature et le cachet de l'entrepreneur sur le document. C'est la même entreprise qui s'est occupée de la rénovation du bâtiment en 2019. Mais maintenant, au document est jointe une photo sur laquelle on peut voir clairement qu'effectivement, il n'y a pas de verrou à ressort sur la porte. Une expertise confirme l'authenticité de la photo et la date de sa création. Hall convoque immédiatement un représentant de l'entrepreneur pour un interrogatoire supplémentaire. L'entrepreneur, chef du département technique de l'entreprise, confirme calmement que les travaux de rénovation de 2019 et les vérifications ultérieures de 2020 ont effectivement été réalisés par son entreprise.
Mais aucun travail supplémentaire pour installer le verrou sur la porte n'a été effectué après cette période. Le représentant de l'entreprise explique clairement qu'après la constatation du défaut en 2020, l'école a été notifiée. Cependant, dans l'administration scolaire, il n'y a aucune trace d'une telle notification. L'enquêteur essaie d'établir qui et pourquoi a remis le verrou sur la porte et pourquoi l'entrepreneur n'a pas informé l'école de ses actions. La vérification des appels téléphoniques et des virements bancaires liés à l'entrepreneur et au personnel scolaire ne montre aucune connexion ou contact suspect. Particulièrement minutieusement est vérifié l'électricien, le principal suspect à ce moment, mais son numéro de téléphone et ses comptes bancaires ne montrent aucune connexion avec l'entreprise entrepreneur. À ce moment, quand les enquêtes semblent avoir atteint une impasse, apparaît une nouvelle personne, un témoin que personne n'avait remarqué jusqu'à présent. C'est un ingénieur stagiaire de l'entreprise entrepreneur, Jason Webster, âgé de 22 ans. Le jeune homme vient volontairement à la police après que son superviseur ait informé les employés de l'entreprise que la police mène des enquêtes sur la question de l'installation de la serrure. Jason semble quelque peu préoccupé, mais accepte immédiatement de donner des déclarations officielles au procès verbal. Les déclarations du stagiaire aident rapidement à éclaircir l'une des questions les plus persistantes de l'enquête, la connexion entre l'électricien et l'entrepreneur. Jason explique directement qu'il n'avait jamais vu l'électricien auparavant et n'a pas communiqué avec lui directement par l'entreprise, mais ajoute ensuite les mots clés. Il m'a approché directement à l'école, a dit qu'il était du personnel de maintenance et m'a demandé de remettre le verrou, comme avant. Il m'a donné de l'argent liquide et a dit que ce serait plus rapide et plus facile ainsi. L'enquêteur demande au stagiaire combien a été payé. Jason nomme calmement et sûrement le montant. 50 livres sterling. Il souligne que le montant était insignifiant et n'a donc pas éveillé de soupçons chez lui-même, bien que le fait du paiement en liquide contredise les règles de l'entreprise. L'ingénieur ajoute que l'électricien a expliqué cela par la nécessité d'un remplacement urgent du verrou pour des raisons de sécurité. Maintenant, il est clair pour les enquêteurs que l'entrepreneur n'est formellement pas coupable. Il n'a fait qu'exaucer la demande d'un employé de l'école, bien que non par commande officielle. Les réclamations contre l'entrepreneur seront abandonnées et l'électricien devient la figure centrale de l'enquête. Après avoir signé les déclarations officielles, Jason Webster s'en va et laisse l'enquêteur avec de nouvelles questions. Le fait du paiement en liquide complique considérablement la tâche de l'enquête. Une telle trace d'argent est pratiquement impossible à suivre. Cependant, il est maintenant clair pour les enquêteurs que l'électricien a consciemment caché le fait de l'installation du verrou devant l'administration scolaire, en l'installant non officiellement et en contournant toutes les procédures. Maintenant, les enquêteurs se concentrent sur la compréhension de pourquoi l'électricien voulait si obstinément remettre le verrou exactement sur cette porte. Le motif de ces actions reste inconnu jusqu'à présent, mais il est évident que ces actions n'étaient pas accidentelles ou erronées. L'électricien refuse toujours d'expliquer les raisons de son action et insiste sur le fait qu'il a simplement fait une erreur. La police observe attentivement son comportement et commence à rassembler du matériel supplémentaire pour éclaircir définitivement cette affaire embrouillée. Cette découverte change définitivement le ton de l'enquête. Les enquêteurs reconnaissent que l'incident avec Ellie n'était pas simplement un hasard ou une simple farce d'enfant de Marcus, mais le résultat d'une chaîne d'actions inconsidérées d'adultes qui ont mené à des conséquences sérieuses. Maintenant, les enquêtes doivent clarifier non seulement les actions de Marcus et de sa famille, mais aussi les actions d'un employé adulte de l'école qui a consciemment caché des informations clés. La police prépare des interrogatoires supplémentaires de l'électricien, mais ne donne pas encore de commentaires officiels à la presse. L'affaire devient plus tendue et complexe, et ses circonstances encore plus imprévisibles. Lors du procès du 14 novembre 2023, l'électricien Patrick K. fut complètement démasqué. Il devint évident que ses actions chaotiques étaient une tentative de cacher sa propre négligence. Le procureur confirma que Patrick, à l'été 2020, avait retiré le système d'alarme incendie défectueux et le verrou métallique de la porte de la cave pour faciliter le travail. Après qu'une inspection 1 an plus tard ait constaté l'absence du verrou de protection incendie et exigé sa restauration,
Patrick installa secrètement une pièce ancienne déjà mise au rebut, sans informer l'administration. Devant le tribunal, Patrick expliqua ses actions en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse accéder à la cave. Cependant, cette justification ne convainquit pas le tribunal. Il fut également révélé que Marcus, à l'été 2022, avait observé les actions de l'électricien et mémorisé l'itinéraire, dessinant ensuite un plan exact de la cave qu'il avait vue dans une chambre non verrouillée. La tentative de Patrick de transférer la responsabilité sur l'entrepreneur échoua après les déclarations de l'ingénieur stagiaire Jason Webster, qui confirma que précisément l'électricien lui avait demandé d'installer le verrou de manière non officielle et avait payé le travail en espèces. Le tribunal trouva Patrick K. coupable de négligence et le condamna à 18 mois avec sursis et une interdiction à vie de travailler dans les institutions éducatives. L'école primaire Larksfield fut condamnée à une amende de 75 000 livres sterling et la porte de la cave fut définitivement soudée. La famille de Marcus confirma qu'elle s'était adressée à l'école en demandant de ne pas classifier l'acte de leur fils comme criminel, par inquiétude pour son avenir. La famille suivit un programme éducatif obligatoire visant à prévenir la répétition de tels incidents. Cependant, l'enquête interne ne répondit pas à la question de pourquoi l'administration scolaire avait précédemment ignoré les plaintes d'Ellie et d'autres élèves concernant des bruits étranges de la cave, et les résultats de cette enquête ne furent pas rendus publics. Un adolescent se présentant comme un voisin attentionné et bienveillant s'était immiscé dans la vie quotidienne d'un couple âgé, gagnant leur entière confiance. Personne ne pouvait imaginer que derrière ce sourire et ces paroles attentionnées se cachait une stratégie soigneusement réfléchie. Ce que la police découvrit dans le congélateur-coffre de leur garage choqua tous les voisins et proches. Le 14 mars 2024, la police arriva rue Das Flores, dans un quartier tranquille de Casquet, situé à seulement 500 mètres de la plage centrale. L'intervention eut lieu suite aux plaintes des voisins concernant une boîte aux lettres débordante et une odeur persistante de nourriture avariée provenant du garage. Officiellement, le couple, Armando et Johanna, étaient considérés en croisière depuis plusieurs mois. Ils étaient partis en juillet 2023 et devaient revenir pour les fêtes de fin d'année. La porte de la maison fut ouverte par les agents munis d'un mandat de perquisition numéro 743-2024, approuvé par le juge du tribunal municipal de Lisbonne. En entrant, la police nota des détails étranges. Dans la maison, personne n'était manifestement présent depuis longtemps. L'intérieur couvert d'une fine poussière contrastait fortement avec la lumière allumée dans la cuisine, qui s'allumait chaque soir exactement à 22h30 grâce à un minuteur relais automatique. Il n'y avait pas de désordre intérieur, mais de petits signes d'absence prolongée des occupants sautaient aux yeux. La principale découverte attendait les enquêteurs dans le garage. Parmi les étagères soigneusement rangées d'outils se trouvait un congélateur-coffre, ronronnant silencieusement et consommant continuellement environ 450 pédoavis, selon les rapports du compteur intelligent Euredes. Le coffre semblait neuf, manifestement acheté récemment. Des autocollants du magasin d'électroménager étaient encore visibles sur sa surface. Les agents de police ouvrirent le congélateur en présence d'un expert judiciaire. À l'intérieur, ils découvrirent des restes humains soigneusement disposés, congelés dans un état de conservation parfaite. Les experts identifièrent rapidement les identités grâce à des signes indirects de vêtements et de bijoux. Les restes appartenaient à Armando et Johanna. Le couple que les voisins croyaient parti en long voyage n'avait en réalité jamais quitté sa propre maison. La réaction des voisins fut prévisible, peur, choc, méfiance mutuelle. L'enquête porta initialement son attention sur deux personnes. L'un d'eux, l'adolescent Rui, voisin de 17 ans et aide permanent de la famille. Il semblait perdu, donnait des réponses courtes aux questions de la police, mais n'évitait pas la communication. Le second suspect, João, pêcheur local, dont la maison se trouvait de l'autre côté de la rue. Entre lui et Armando avait eu lieu un conflit bruyant concernant une place de parking devant la maison. Ce conflit était bien connu de tout le quartier. En faveur de la version impliquant João parlait un témoignage évident.
La voisine habitant en face informa la police qu'elle avait vu le pêcheur près de la maison du couple dans la nuit du 18 juillet 2023, seulement un jour après que le couple était supposé être parti en croisière. Les soupçons se portèrent immédiatement sur João, car il avait été aperçu tard dans la nuit, et à ce moment-là, il semblait être le seul à avoir un motif évident de nuire à Armando. Cependant, les enquêteurs ne tirèrent pas de conclusions hâtives. Un point important se détachait clairement dans la chaîne des événements. Selon les rapports de la compagnie Euredes, responsable de l'approvisionnement énergétique du quartier, la forte consommation d'énergie dans la maison du couple commença exactement dans la nuit de leur disparition, du 17 au 18 juillet 2023. C'est-à-dire que le congélateur installé dans le garage se mit en marche pratiquement immédiatement après la disparition du couple. Mais si la maison était vide, qui alluma l'appareil et pourquoi le congélateur continua-t-il à fonctionner sans interruption jusqu'au moment de la découverte? À ce stade de l'enquête, il fut décidé de revenir en arrière, à l'été 2023. C'est alors, selon la police, que naquirent les événements qui se terminèrent par la tragédie dans la maison de rue das Flores. Rui et João furent officiellement reconnus comme premiers suspects. Les preuves et témoignages devaient confirmer ou réfuter leur implication. L'information sur l'affaire était limitée et fragmentée, et la police comprenait qu'il restait beaucoup à élucider. Il y avait l'espoir que les détails, soigneusement cachés derrière les détails routiniers, remontèrent bientôt à la surface. Dès le début, l'enquête fut intriguée par une circonstance. L'adolescent Rui rendait visite au couple âgé de manière complètement désintéressée et régulière. Dans ses actions, aucun bénéfice évident ne se dessinait. Il ne demandait ni argent, ni service en échange. Cela semblait étrange et même suspect aux enquêteurs. Le 10 septembre 2021, presque 2 ans avant la disparition d'Armando et Johanna, la police vérifia les documents scolaires de Rui. D'après un certificat officiel, l'adolescent avait pris sur lui les responsabilités de bénévole. Il livrait les courses du supermarché, aidait aux tâches ménagères les voisins âgés. Formellement, cela était considéré comme un stage scolaire et était absolument gratuit. Les documents confirmant que Rui était inclus dans le programme d'aide aux personnes âgées. Les voisins confirmèrent également que l'adolescent rendait visite à Armando et Johanna quotidiennement. Ils entendaient régulièrement comment il les appelait « avós », c'est-à-dire « grand-mère » et « grand-père ». Cette proximité semblait naturelle. Aucun des voisins ne voyait rien de suspect. Lors de la communication avec l'enquête, Rui expliqua calmement ses visites quotidiennes au couple âgé. Il affirmait que Johanna était une excellente cuisinière et qu'il venait chez elle apprendre à préparer des plats traditionnels portugais. L'adolescent semblait parfaitement convaincant et racontait avec assurance son avenir. Il voulait entrer dans une académie culinaire et y faire carrière. Ses explications sonnaient de manière raisonnable et les enquêteurs ne remarquèrent aucun signe de nervosité ou de mensonge. À ce moment, la police n'avait plus de raison de soupçon direct. La sincérité de l'adolescent et sa crédibilité jouèrent leur rôle. La police relâcha son attention sur Rui, se concentrant sur d'autres pistes potentielles et suspects. Le comportement de l'adolescent, son calme et son ouverture semblaient complètement authentiques. Les soupçons concernant Rui parurent temporairement infondés. Cependant, une circonstance força par la suite la police à revenir à Rui. 2 jours avant le supposé départ d'Armando et Johanna, le 15 juillet 2023, les caméras de surveillance enregistrèrent Rui lors de l'achat précisément de ce minuteur relais qui fut ensuite utilisé pour imiter la présence du couple dans la maison. Personne n'y prêta attention à l'époque, mais l'enregistrement fut conservé et devint un indice crucial pour l'enquête. Les enquêteurs décidèrent de porter leur attention sur les étranges cartes postales envoyées au nom d'Armando et Johanna après leur disparition. Le 20 juillet 2023, les voisins commencèrent à recevoir ces cartes postales et chaque nouveau détail ne faisait qu'intensifier les soupçons de la police quant à qui pouvait réellement les envoyer. Les premières cartes postales reçues par les voisins après la disparition d'Armando et Johanna semblaient ordinaires. Nous sommes en croisière, tout va bien. Mais la question légitime se posait, comment envoyait-il ces cartes postales
si le couple n'utilisait pratiquement jamais Internet et voyageait rarement seul, sans l'aide de parents. Le 20 juillet 2023, les voisins commencèrent à recevoir d'étranges cartes postales. Toutes portèrent le cachet postal officiel de la ville de Sesimbra, un petit village de pêcheurs situé à seulement 40 km de Casquet. L'attention de la police fut immédiatement attirée par ce cachet car la croisière officiellement déclarée d'Armando et Johanna commençait de la ville de Porto, dans la partie opposée du pays, le long du fleuve Douro. C'était étrange. Si le couple était parti en voyage au nord, pourquoi le courrier arrivait-il du sud du Portugal ? Les enquêteurs se rendirent à Sesimbra pour vérifier l'automate postal local et les caméras de surveillance installées dans le bureau. Les caméras conservaient l'enregistrement exactement 30 jours. Sur les enregistrements, ils trouvèrent une personne envoyant les cartes postales, mais la qualité de l'image était si floue qu'il était impossible de reconnaître le visage de l'expéditeur. On ne voyait qu'une silhouette générale d'une personne en vêtements de tous les jours, sans traits distinctifs ou reconnaissables. Et cela compliquait considérablement le travail de la police. La police s'entretint avec les plus proches parents d'Armando et Johanna. À la question des enquêteurs sur pourquoi les cartes postales portaient un cachet local alors que l'itinéraire du couple était officiellement déclaré depuis la ville de Porto le long du fleuve Douro, les parents expliquèrent calmement. Il leur était toujours plus pratique de se rendre à Porto depuis Sesimbra. De là, la connexion de transport est meilleure. Ils ont très bien pu arriver en bus à l'avance, s'arrêter chez des connaissances, puis partir vers le nord. La réponse semblait convaincante, logique et levait complètement tout soupçon sur les parents. L'enquête adopta cette version comme base et se concentra sur d'autres versions et suspects possibles. Néanmoins, les enquêteurs décidèrent de ne pas exclure complètement encore une autre version possible. Le cachet postal pouvait théoriquement être falsifié ou apposé rétroactivement par quelqu'un des employés de la Poste. Lors de la vérification, il s'avéra que le facteur local connaissait personnellement le couple, leur avait livré la correspondance à plusieurs reprises et avait la possibilité d'apposer le cachet lui-même. Sa version des événements semblait parfaitement innocente, mais n'était pas encore confirmée documentairement ou par un alibi. Cette fausse piste fut notée par la police comme ouverte et nécessitant vérification dans le bloc suivant. Parallèlement aux cartes postales, le technicien énergéticien de la compagnie Euredes informa la police d'une étrange coïncidence. Depuis la disparition d'Armando et Johanna, leur maison présentait une consommation électrique inhabituellement élevée et stable. Les données du compteur intelligent ne laissaient aucun doute. La consommation augmenta brusquement précisément en juillet, ces mêmes jours où le couple était supposé être parti. Cela indiquait clairement que quelqu'un utilisait activement l'électricité dans la maison, officiellement considérée comme vide. L'enquête déboucha sur une nouvelle ligne qui força la police à porter son attention sur les événements d'août. Le 2 août 2023, 2 semaines après avoir reçu les premières cartes postales, la maison d'Armando et Johanna apparut soudainement dans la liste des annonces Airbnb. Qui et pourquoi mit la maison vide en location ? L'enquête devait l'élucider par la suite. Début août 2023, la maison d'Armando et Johanna, connue des voisins sous le nom de Casa d'Omar, apparut soudainement sur la plateforme Airbnb. Qui pouvait placer cette annonce si officiellement les propriétaires étaient en croisière et ne pouvaient absolument pas le faire eux-mêmes? Le 2 août 2023, l'enquête obtint accès aux informations de réservation de la maison. Le service de sécurité d'Airbnb transmit rapidement les données à la police après une demande officielle. Il s'avéra que la maison fut enregistrée sur la plateforme par un certain Rui M, qui avait téléchargé pour vérification une carte d'étudiant personnel avec une photo claire. L'argent de la location était transféré sur une carte virtuelle Revolut, ce qui rendait difficile la détermination directe du propriétaire du compte, mais le nom indiqué dans le compte correspondait à Lydie de Rui. L'adolescent, déjà familier à l'enquête, se retrouva à nouveau au centre de l'investigation. Cependant, les enquêteurs eurent un doute légitime. Quelqu'un d'autre aurait-il pu utiliser les données personnelles de l'adolescent à son insu ? La police contacta les experts de la plateforme pour savoir à quel point il était facile de voler l'ID étudiant de quelqu'un d'autre et de l'utiliser pour la vérification Airbnb. La réponse du service de sécurité fut univoque.
Techniquement, on peut utiliser le document de quelqu'un d'autre. Mais pour terminer la procédure de vérification, un selfie est requis, qui est vérifié par l'intelligence artificielle de la plateforme. Si le visage ne correspond pas à la photo du document, la procédure ne passera pas. Après vérification supplémentaire, le service de sécurité confirma. Le selfie envoyé au système de vérification correspondait exactement à la photo de Rui sur sa carte d'étudiant. Maintenant, l'enquête n'avait plus de doute sur qui avait placé l'annonce. L'adolescent Rui, officiellement considéré seulement comme aide du couple âgé, devint la figure centrale des soupçons de l'enquête. Pendant ce temps, le premier hôte arrivé à Casa do Mar depuis Londres donna à la police un témoignage étrange. « J'ai été accueilli par un homme grand et barbu. Il m'a montré la maison, expliqué comment utiliser les appareils et donné les clés. Après cela, je ne l'ai plus vu. » La taille de l'adolescent Rui était de seulement 160 cm, ce qui ne correspondait manifestement pas à la description du témoin. Cela provoqua une nouvelle vague de doutes chez la police. Peut-être était apparu un autre complice, dont personne ne soupçonnait encore l'existence. Les enquêteurs s'adressèrent aux enregistrements de la caméra de surveillance dans l'entrée de la maison en face de Casa do Mar, installée par les voisins un an plus tôt. La caméra enregistra la silhouette d'une personne entrant dans la maison à l'aide d'une clé à code le jour d'arrivée de l'hôte. Les experts analysèrent soigneusement l'enregistrement et déterminèrent la taille. La silhouette faisait environ 185 cm, significativement plus grande que l'adolescent Rui. Maintenant, il devint évident pour l'enquête qu'une troisième personne était impliquée dans l'affaire, dont la participation restait pour l'instant un mystère complet. L'enquête revint à nouveau en arrière à la date du 18 juillet 2023, quand eut lieu le conflit entre Armando et João, le pêcheur voisin. L'enquête supposait que ce conflit pouvait être lié à l'apparition du troisième homme dans l'histoire, ainsi qu'aux événements qui suivirent. La nuit du 18 juillet 2023 attira immédiatement l'attention des enquêteurs quand la voisine d'en face informa la police qu'elle avait vu le pêcheur João près de la maison d'Armando et Joana. La question dont s'occupèrent maintenant les enquêteurs était simple. Pourquoi João se trouvait-il là précisément dans la nuit où eut supposément lieu la disparition du couple ? L'interrogatoire de la voisine Maria Costa, habitant en face, donna à l'enquête une compréhension claire de ce qui s'était passé. Maria confirma qu'environ à 22h15, elle entendit des voix fortes et même de brèves disputes entre Armando et João. Selon elle, le conflit concernait la place de parking en face de la maison du couple, où Armando laissait sa voiture, bloquant parfois la sortie de João. Peu après, vers 22h40, Maria vit João quitter la cour de la maison d'Armando et partir en direction du quai. Lors de l'interrogatoire officiel, João confirma les paroles de la voisine sans hésitation et reconnut qu'il était effectivement là au moment indiqué. Il dit littéralement ceci à l'enquête. « Je récupérais mon câble de remorquage. Armando avait encore laissé sa voiture de façon à ce que je ne puisse pas sortir. J'ai dû aller chercher l'équipement à pied. La vérification par la police du territoire confirma qu'il restait effectivement une trace du câble de remorquage sur le site et son explication semblait logique et plausible. Malgré l'explication convaincante de João, l'enquête ne pouvait toujours pas lever définitivement les soupçons. La question principale restait de savoir si sa visite pouvait coïncider avec le moment exact de la mort du couple. Les experts criminalistiques, consultés par la police, informèrent que les résultats de l'analyse toxicologique des restes du couple n'étaient pas encore prêts et qu'il était impossible d'établir pour l'instant le moment exact de la mort. Cela compliqua temporairement le processus de vérification de l'alibi de João. Pour exclure ou confirmer complètement l'implication de João, la police demanda et obtint les données du système de traçage AIS des navires. Ce système enregistre la localisation de chaque navire de pêche enregistré en temps réel. Les enregistrements AIS montrèrent sans équivoque que dans la nuit du 17 au 18 juillet, le chalutier de pêche de João se trouvait en mer de 21h à 06h. Le navire quittait le quai et revenait dans les créneaux horaires indiqués, s'éloignant de la côte de 15 km. Ainsi, son alibi fut confirmé documentairement et technologiquement, excluant complètement la probabilité de sa présence près de la maison du couple aux heures clés.
La version de la participation de Joan au crime fut officiellement fermée. Cependant, malgré la fermeture de la ligne d'enquête avec Joan, les enquêteurs se heurtèrent inopinément à un nouveau indice. Le 17 juillet 2023, un jour avant la supposée disparition du couple, l'adolescent Rui fut enregistré par les caméras de la pharmacie lors de l'achat du médicament furosémide, un diurétique puissant, souvent utilisé en médecine, mais aussi capable de causer de sérieuses complications chez les personnes âgées. Cette découverte changea brusquement le focus de l'enquête, ramenant à nouveau l'attention de la police sur les actions de l'adolescent dans les jours de la disparition du couple. L'enquête fit un nouveau bond dans le temps, se déplaçant en janvier 2024, quand l'enquête reçut finalement les résultats complets des expertises toxicologiques et de nouvelles preuves qui pouvaient éclairer le rôle de Rui et du grand inconnu. En janvier 2024, des mois après la disparition du couple Armando et Johanna, les enquêteurs remarquèrent un paradoxe étrange. Les comptes bancaires du couple se vidaient rapidement, mais les factures de services publics pour leur maison continuaient d'être prélevées régulièrement. Qui et comment contrôlait les flux financiers restait incompréhensible. Le 10 janvier 2024, l'équipe d'enquête obtint un accès complet aux données financières de la banque Millennium BCP. L'analyse des comptes bancaires d'Armando et Johanna montra des arrivées d'argent régulières, au total 14 virements avec la mention Airbnb pour un montant total de 11 300 €. L'argent arrivait dans la période d'août 2023 à janvier 2024. Cela confirmait sans équivoque le lien de la maison avec Rui, qui avait précédemment enregistré celle-ci sur la plateforme Airbnb. C'était précisément Rui qui contrôlait officiellement la location de la maison et recevait les revenus. Dans le même temps, la banque prélevait automatiquement chaque mois les factures de services publics, ne permettant pas la coupure de l'électricité, de l'eau et du gaz. Ainsi, l'enquête eut la preuve que la personne qui contrôlait les comptes du couple maintenait l'apparence d'une maison habitée et n'avait pas l'intention d'interrompre les services publics. Les enquêteurs menèrent une expertise technique des données numériques, tentant de comprendre comment l'adolescent avait pu obtenir accès au système bancaire en ligne du couple. Les rapports des experts furent sans équivoque. Le mot de passe fut récupéré en juillet 2023 via le site officiel de Millennium BCP. La demande de récupération arriva directement depuis l'adresse IP du Wi-Fi domestique du couple, ce qui excluait complètement la possibilité d'intervention extérieure. L'enquête obtint la confirmation définitive. Quelqu'un de la maison du couple, ou ayant un accès complet à leur Wi-Fi, changea le mot de passe et contrôlait les flux financiers. Simultanément à l'enquête financière, la police ferma encore une autre fausse piste concernant le grand inconnu qui accueillait les hôtes Airbnb. La police rencontra à nouveau l'hôte londonien arrivé à Casa d'Omar. Le témoin examina en détail les photos des suspects et, de manière inattendue pour l'enquête, identifia avec assurance l'homme grand. Il s'avéra être son propre collègue de Londres qui se trouvait à ce moment-là à une conférence à Almada. La confirmation des billets de train exclut définitivement la possibilité de son implication. Le grand inconnu s'avéra être une personne fortuite et cette fausse piste fut officiellement fermée. Les enquêteurs se préparaient déjà à fermer la partie financière de l'enquête quand arrivèrent de nouvelles données de la compagnie énergétique Euredes. L'analyse des logs précis du compteur intelligent révéla un fait étrange et troublant. Le congélateur coffre trouvé dans le garage de la maison fut mis à puissance maximale précisément à 23h55 dans la nuit du 18 juillet 2023. Moment coïncident avec la disparition du couple, ce marqueur temporel précis ramena l'enquête au tout début, confirmant que la disparition et les actions subséquentes avec le congélateur étaient étroitement liées. L'enquête accéléra à nouveau le rythme, passant au 28 mai 2024, date où furent enfin connus les résultats tant attendus des expertises toxicologiques des restes du couple. Ces données pouvaient définitivement clarifier le rôle de l'adolescent Rui et établir le tableau exact de ce qui s'était passé. Fin mai 2024, les experts établirent définitivement la cause de la mort d'Armando et Johanna. La prise simultanée de diurétiques et du somnifère Zopiclone, provoquant un œdème pulmonaire aigu. Dans les documents, il n'y avait aucune mention de prescription de Zopiclone au couple.
Il fallait élucider d'où il venait. Le 28 mai 2024, l'expertise médico-légale confirma les détails de ce qui s'était passé. Il fut officiellement déclaré que c'était précisément la combinaison de médicaments prise par le couple âgé dans la soirée du 18 juillet qui provoqua chez tous deux un œdème pulmonaire mortel. C'était une combinaison soigneusement préparée de médicaments, introduite dans le dîner du couple qui ne soupçonnait pas ce qui se passait. L'expert médico-légal établit clairement les cadres temporels de la tragédie, confirmant qu'il coïncidait complètement avec le dîner tardif dans la maison d'Armando et Johanna. Maintenant, l'enquête devait comprendre comment le médicament, non prescrit par un médecin au couple, était arrivé entre leurs mains. Les enquêteurs demandèrent des informations détaillées du système médical et reçurent rapidement une réponse. L'adolescent Rui s'était personnellement adressé au médecin de famille pour une ordonnance de Zopiclone peu avant la tragédie. Le docteur prescrivit une ordonnance pour 10 comprimés du médicament, indiquant dans le dossier médical que les comprimés étaient destinés à sa grand-mère. La vérification montra que la grand-mère de Rui n'était pas Johanna, mais l'adolescent appelait depuis longtemps le couple précisément ainsi, ce qui avait pu induire le médecin en erreur. Ainsi, le médicament fut officiellement obtenu par Rui, utilisant la confiance du personnel médical et probablement déformant consciemment l'information. La police convoqua immédiatement pour un entretien le médecin de famille qui avait prescrit le Zopiclone à l'adolescent. Le médecin déclara qu'il n'y avait aucune intention malveillante de sa part et que le médicament fut prescrit exclusivement à la demande de Rui, qui décrivait les symptômes d'insomnie chez sa grand-mère. Cependant, la police décida de ne pas fermer complètement cet épisode pour l'instant, marquant les actions du médecin comme « erreur possible », nécessitant une étude ultérieure. À la même époque, les spécialistes des enquêtes numériques terminèrent l'expertise de l'ordinateur portable de Rui, où fut trouvé un indice important. Parmi de nombreux fichiers supprimés, il fut possible de restaurer partiellement seulement un titre, cruiseticketf.pdf. Cela témoignait du fait que Rui avait préparé à l'avance la mise en scène du voyage du couple, qui fut par la suite confirmée par de fausses cartes postales. L'enquête se déplaça en décembre 2024. À ce moment, les enquêteurs avaient accumulé suffisamment de données pour composer le tableau définitif de ce qui s'était passé et terminer l'enquête, en mettant tous les points sur les i dans cette histoire complexe et embrouillée. En décembre 2024, l'enquête se trouva face à une tâche complexe. Connecter les nombreux indices numériques en une chaîne unique menant à l'adolescent Rui, sans laisser en elle une seule rupture. Le 2 décembre 2024, les spécialistes de criminalistique numérique terminèrent l'analyse complète de toutes les données liées à Rui. Le tableau qui apparut devant eux était sans équivoque et effrayamment cohérent. L'adolescent planifiait soigneusement et prévoyait chaque étape. Les transactions financières de Rui furent tracées de la carte virtuelle Revolut à la bourse de crypto-monnaie Kraken, puis à travers des services spéciaux Mixer qui anonymisent les transferts. Au total, Rui réussit à faire passer par cette chaîne environ 17 000 €, obtenus principalement de la location de la maison via Airbnb. Un tel schéma pouvait sembler excessivement complexe pour un simple adolescent, mais les preuves étaient irréfutables et confirmées par l'expertise. Un autre indice numérique important fut le minuteur relais ESP-PA2-106 trouvé dans la maison du couple. Les experts prouvèrent que l'appareil fut programmé depuis l'ordinateur portable de Rui peu avant la disparition d'Armando et Johanna. C'était précisément cet appareil qui imitait quotidiennement la présence des habitants, allumant et éteignant la lumière et aidait à créer l'illusion que le couple se trouvait toujours à la maison. Il restait à l'enquête un point de principe. Y avait-il suffisamment de preuves numériques pour porter des accusations contre Rui ? À cette question, les experts répondirent sans équivoque et avec assurance. Ils déclarèrent que la chaîne numérique créée par l'adolescent était absolument ininterrompue. Des flux financiers à la configuration du minuteur relais et à l'achat de médicaments, toute l'information était solidement liée à une seule personne, Rui. C'était suffisant pour lui porter des accusations officielles. La question avec le médecin qui avait prescrit le somnifère à Rui fut également officiellement fermée.
Le médecin fournit à la police l'enregistrement vidéo de la consultation, où l'adolescent demandait personnellement l'ordonnance, argumentant par une insomnie sérieuse de sa grand-mère. Sur l'enregistrement, Ruy se comportait calmement et de manière convaincante, ne suscitant aucun soupçon chez le médecin. Après visionnage de la vidéo, l'enquête leva officiellement les accusations contre le médecin d'erreur possible ou de négligence. Ainsi, cette fausse piste fut fermée complètement et définitivement. Néanmoins, l'avocat de Ruy entreprit une démarche inattendue, visant à saper la preuve principale. Il déposa une requête au tribunal exigeant d'exclure de l'affaire les logs de la compagnie Euredes, ayant enregistré la puissance du congélateur coffre comme secret commercial. Le tribunal ne prit pas de décision immédiatement, laissant l'examen de cette question cruciale pour plus tard. Cela signifiait que la preuve numérique clé pouvait sortir de la chaîne générale, mettant en danger toute l'accusation. Le procès fut fixé au 17 janvier 2025. L'enquête approchait de la finale et seule la décision du tribunal pouvait définitivement consolider ou détruire le tableau soigneusement construit des preuves numériques et physiques. Le 17 janvier 2025, le tribunal de la ville de Setúbal termina finalement l'examen de l'affaire que tout le Portugal avait suivi avec tension pendant presque 2 ans. Dans la salle du tribunal, remplie de journalistes et d'observateurs, le juge lut le verdict. L'adolescent Ruy fut reconnu coupable de 2 accusations graves, homicide volontaire avec circonstances aggravantes et escroquerie informatique. L'enquête réussit à reconstituer étape par étape la séquence tragique des événements, révélant toutes les phases du plan soigneusement réfléchi que l'adolescent avait mis en œuvre. Le soir du 18 juillet 2023, Ruy fut invité à dîner. Personne ne soupçonnait qu'à ce moment-là, il avait déjà réussi à mélanger dans la nourriture des doses soigneusement mesurées de diurétiques et de zopiclone. Ces médicaments, pris ensemble, provoquèrent chez Armando et Johanna un œdème pulmonaire rapide et presque silencieux pendant leur sommeil. En quelques heures, il n'était plus, et le couple ne se réveilla jamais. L'étape suivante fut la dissimulation des conséquences. Ruy transféra les restes du couple dans un congélateur coffre acheté à l'avance, installé dans le garage. À 23h55 dans la nuit, l'appareil fut réglé sur le mode de fonctionnement maximal. Cela fut confirmé par les logs précis de la compagnie énergétique qui devinrent la preuve décisive de l'affaire. La création de l'illusion de vie continua même après ces événements tragiques. Ruy envoyait personnellement aux voisins des cartes postales au nom d'Armando et Johanna, tentant de convaincre tout l'entourage que le couple était parti en long voyage. Ces mêmes jours, l'adolescent programma le minuteur relais pour l'allumage et l'extinction régulier de la lumière, ce qui maintenait l'impression extérieure d'une maison habitée. Pour plus de crédibilité, Ruy mit la maison sur Airbnb, la louant plusieurs fois et en tirant des revenus. La partie financière du plan s'avéra non moins réfléchie. Les 17 000 € obtenus de la location, l'adolescent les transféra sur une carte virtuelle Revolut, d'où les fonds furent retirés via la bourse de crypto-monnaie Kraken vers des portefeuilles crypto anonymes à l'aide de services spéciaux de mélange de transactions. Cet argent fut irrémédiablement perdu pour l'enquête, ce qui ne faisait que souligner le niveau de préparation de Ruy. Au moment où le tribunal se préparait déjà à annoncer le verdict définitif, l'avocat de l'adolescent entreprit une dernière tentative désespérée. Il exigea d'exclure des matériaux de l'affaire la preuve principale, les logs intelligents de la compagnie énergétique, déclarant que c'était supposément un secret commercial. Une pause tendue s'installa dans la salle, mais 1 minute plus tard, le juge rejeta froidement et brièvement la requête de la défense, déclarant que les intérêts de la justice primaient sur les intérêts commerciaux de toute compagnie. Le juge lut clairement et avec assurance le verdict définitif. Ruy fut reconnu coupable sur tous les points d'accusation. Le regard de l'adolescent à ce moment n'exprimait ni regret, ni peur. C'était le regard d'une personne qui avait agi de manière calculée, sans émotion, croyant jusqu'à la fin que son schéma numérique soigneusement construit resterait intouchable. Mais maintenant, c'était une illusion, définitivement détruite par la justice. Une seconde plus tard,
La caméra enregistra ce regard froid et vide. Puis l'écran s'éteignit brusquement, laissant le spectateur seul avec ses pensées sur la façon dont on peut utiliser calmement et cyniquement la confiance des gens à ses propres fins.